Voilà un épisode de l'histoire américaine méconnue en France. En 1985, la police de Philadelphie largue une bombe du FBI sur une maison qui abrite des militants africains-américains d'un mouvement écologiste radical, MOVE, après plusieurs tentatives de les déloger sur demande du voisinage et du maire. Bilan 11 morts, dont 5 enfants. Notre invité retrace une histoire oubliée dans Laisser brûler le feu, qui paraît aux éditions du Seuil le 6 mars et qu'il coécrit avec Lynn Washington, professeur de journalisme à Philadelphie. Ce bombardement du 13 mai 1985 s'inscrit selon eux dans une longue tradition de violence, d'impunité policière et d'effacement mémoriel, et comme un écho à l'actualité sur place, alors qu'ICE, la police de l'immigration de Donald Trump, fait la une de l'actualité. Bonjour Olivier Esteves. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes professeur à l'Université de Lille, spécialiste des enjeux d'immigration, de racisme, notamment dans les pays anglophones. Vous faites paraître Laisser brûler le feu, Philadelphie 1985, coécrit avec le professeur à Philadelphie, Lynn Washington. Alors, comment êtes-vous tombé sur cette histoire ? Alors, en écoutant un podcast au Canada de CBC, donc Canadian Broadcasting Company, il y a 2 ou 3 ans, en langue anglaise, en fait, j'avais jamais entendu parler de cette histoire étant français, et je me suis rendu compte après que, en étant en France, que l'écrasante majorité des personnes, même des collègues en fait, qui travaillent sur les États-Unis, n'étaient pas nécessairement au courant de cette histoire-là. Et voilà, j'en ai conçu l'idée que ça aurait du sens de faire un livre en français sur cette question-là, quoi. On va écouter un extrait du journal télévisé d'Antenne 2 au lendemain de ce bombardement. Et vous réagissez juste après. Une bombe larguée d'hélicoptères pour venir à bout du quartier général d'une secte, les policiers de Philadelphie ont utilisé les grands moyens. Dans l'immeuble assiégé, 5 adultes et 10 enfants appartenant à un petit groupe extrémiste appelé MOVE. 3 personnes brûlées ont été hospitalisées. Le siège du bâtiment mené par 150 policiers a duré plus de 12 heures. On a tout essayé, canon à eau, bombes lacrymogènes, coups de feu, rien à faire. Les assiégés, solidement armés, se défendent bien. Les membres du groupe, dont voici l'un des chefs arrêtés par la police, n'aiment pas la loi, mais professent le retour total à la nature. On mange cru, on ne se lave pas, on ne se coupe plus les cheveux, et on protège les animaux. Le quartier était devenu le paradis des chiens errants et des rats. Les voisins avaient demandé l'évacuation de tout ce petit monde. La bombe de la police a mis le feu à l'immeuble, puis à d'autres bâtiments. 3 blessés seulement, mais 60 maisons détruites, plus de 200 habitants du quartier enfin débarrassés des rats, mais sans abri. Merci à Sam Bakias, le réalisateur de l'émission, d'avoir retrouvé cet extrait, puisque vous le disiez à l'instant, elle est totalement méconnue en France. Cet épisode-là est totalement méconnu. Oui, Pourtant, alors on en parlait à l'époque. Oui, alors il y a eu, ça a été également couvert dans différents journaux, au premier rang desquels Le Monde, en fait, qui, comme cet extrait de ce qu'on appelait à l'époque Antenne 2 et non pas France 2, en fait, présente ce groupe comme étant une secte. Ce qui en dit long sur une certaine appréciation française de minorités religieuses. Bon, par exemple, les témoins de Jéhovah sont considérés comme une secte en France, alors qu'ils ne le sont pas dans quantité d'autres pays. Et aussi par rapport à ce groupe-là, précisément, la liberté de religion étant totale aux États-Unis, les membres de MOVE ont cessé en fait de défendre leur style de vie très très étrange. Il faut que vous nous expliquiez Tout à fait. exactement comment ils vivent et pourquoi ils embêtaient, ils importunaient le quartier, qui est un quartier d'ailleurs africain-américain. Oui, alors c'est déjà. un quartier africain-américain donc qui s'appelle Cobbs Creek, vraiment à l'extrême sud-ouest de Philadelphie, donc vraiment en lisière de la ville, qui est un quartier donc africain-américain de classe moyenne en fait, où le voisinage est dans sa grande majorité propriétaire de sa maison, et où ce sont des gens qui ont intériorisé la nécessité de ce qu'on appelle la politique de la respectabilité, autrement dit vivre comme des blancs respectables pour être acceptés par les blancs justement. Et donc ce groupe MOVE en fait va s'installer dans une maison qui est la propriété de la sœur de celui qui va devenir le prophète, le gourou de ce qui est décrit comme une secte, qui s'appelle John Africa. C'est pas son vrai nom puisque Ils se font tous appeler Africa Ouais, comme nom de tout à fait, famille ouais, dans tout à fait. cette, Alors, ils sont dans ce tous groupe. appelés Africa, pas vraiment en fait par idolâtrie vis-à-vis de l'Afrique en tant que continent. En fait, c'est pas du tout. On n'est pas dans le panafricanisme de Marcus Garvey, mais c'est l'idée qu'en fait la vie a commencé en Afrique. Et comme c'est un mouvement qui célèbre la vie sous toutes ses formes, ça veut dire effectivement respecter la vie des animaux, des rats, des pigeons, des chiens et des chats, à l'image de ce qui est dit dans l'extrait dans l'extrait télévisuel. Euh,
C'est pour ça ils se font appeler Africa. Ils sont Euh, aussi radicaux, on les dit armés. Et parmi les nuisances, il y a ces fameux microphones, non, oui, tout à fait. Il y a un haut-parleur en un fait, hein, haut-parleur, voilà. C'est de je ça au pense aussi en début que anglais, les... bullhorn, donc je trouve plus le mot en français. C'est de ça au début que se plaignent aussi les habitants. Tout à fait. Alors en fait, en 82-83, ça commence à sentir le roussi, si vous me permettez l'expression, pour une partie du voisinage, puisque les nuisances sonores, voilà, les animaux, les restes, Le mode de vie, voilà, hein. le mode de vie est vraiment considéré comme absolument répugnant, comme vraiment une nuisance de tous les instants. Il se trouve que en fait, à la Noël 83, le soir du réveillon de Noël, il y a plusieurs haut-parleurs qui sont installés et donc sont déversés pendant des heures chaque jour de la propagande qui demande notamment en fait la libération de ce qu'on appelle les Move 9, en fait les 9 détenus Move qui avaient été incarcérés suite à une première confrontation avec la police donc en 1978 et donc Il y avait eu un mort à ce moment-là. tout à fait, il y avait eu un Un mort policier. qui était un policier. On n'a jamais su en fait si ce policier qui s'appelait James Ramp, qui était à 2 mois de la retraite, a été tué par un membre de Move. Tout semble indiquer le contraire. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est raconté dans le livre en détail, mais tout semble indiquer que c'est pas en fait des gens de Move qui ont En tué tout cas, cette, c'est un cette épisode police. important, Tout à fait. la mort de ce policier, pour comprendre ce Ouais. qui se passe ensuite. Et on va y venir à ce bombardement Mhm. à Philadelphie en 1985. Donc, si je résume, les habitants se plaignent. Le maire, il faut peut-être dire un mot du maire d'ailleurs. Oui, alors je ne veux pas non plus spoiler ce qu'on raconte dans le livre, puisqu'en fait, on dit des choses sur l'identité du maire qui sont assez ahurissantes en fait quand on est lectorat français. Mais le maire en fait avait une empathie réelle vis-à-vis des Move 9, en fait, de ces 9 personnes qui étaient incarcérées, puisqu'il savait lui-même qu'en fait, les peines de prison qui avaient été prononcées étaient scandaleusement injustes, puisque c'était des peines de prison de l'ordre de 30 ans à 100 ans, alors qu'en fait, aucune preuve n'avait été apportée de la culpabilité des Move dans le meurtre de James Ramp. Et en même temps, effectivement, le maire qui était Wilson Good, hein, donc maire démocrate dans une ville démocrate, avait été quotidiennement embêté et harcelé effectivement par les Move et puis par le voisinage de Move qui demandait que ces gens soient en fait évincés de leur logement, quoi. Vous semblez décrire une forme de double racisme, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas forcément cru déjà les habitants, leurs plaintes, etc., n'ont pas forcément été prises à temps. Et ensuite, cette bombe, et ça, il faut que vous nous racontiez exactement ce qui s'y passe, puisque c'est vrai qu'on a complètement oublié pourquoi on en arrive à bombarder cette maison, à laisser brûler le feu, c'est le titre de votre livre, Olivier Estevez. Vous dites c'est disproportionné. Est-ce que c'est en raison, à votre avis, du racisme de la police ? Oui, alors il y a une commission d'enquête. Alors c'est une très bonne question. Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place dans la foulée en fait de la bombe, hein, une commission d'enquête indépendante qui a conclu sur le fait que, alors qu'il n'avait aucun pouvoir légal, autrement dit, personne n'a été véritablement inculpé suite effectivement au largage de cette bombe. Mais néanmoins, cette commission d'enquête a donné lieu à des centaines d'heures en fait de débats sur la chaîne de responsabilité ou la chaîne de ce que nous on appelle la chaîne d'irresponsabilité en fait. Cette commission d'enquête a conclu sur le fait que dans un quartier blanc, jamais cela ne serait arrivé. Donc effectivement, il y a un élément de racisme qui est au cœur de ce qui s'est passé et qui est doublé aussi par le fait que c'est un quartier, c'est pas un ghetto noir en fait. C'est-à-dire que vu de France, on se dit ok, c'est un quartier noir, donc c'est un ghetto noir et tout. Pas du tout. C'est un quartier vraiment de classe moyenne noire. Communautaire, Tout à plutôt, fait, on ouais, pourrait dire. tout à fait, communautaire dans le Comment sens dire, positif community, hein, dans le sens exactement. américain, bien sûr. Et donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est effectivement la bombe elle-même, où de fait, le racisme structurel est au cœur du débat. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi, et de manière tragique, je ne suis pas en train du tout de minorer ce qui s'est passé, puisque c'est ce qu'on documente dans le livre, avec des archives, des entretiens et tout. Il y a le fait que c'est une opération de type pied nickelé, quoi, en fait. C'est l'amateurisme on dit bombe, mais en fait, quand on se penche un peu plus sur cette histoire, c'est pas vraiment... Enfin, ça se voulait pas une bombe, ça se voulait quelque chose d'artisanal. D'ailleurs, le maire lui-même donne son accord, me semble-t-il, à la fin. Pour Oui, bombarder. alors en Parce fait... qu'ils ont essayé avec des gaz lacrymogènes, ils Oui, savaient oui. qu'ils étaient armés, il y a eu une forme de tension avant le bombardement. Alors en anglais, en fait, ce qui est présenté pour décrire la bombe, c'est explosive device, en fait, un dispositif explosif. Voilà. C'est à la fois un euphémisme pour effectivement minorer la violence de la bombe, mais c'est aussi quelque chose qui va alimenter le flou. Autrement dit, le maire donne son accord pour en fait neutraliser, par le biais de ce dispositif explosif,
Les membres de Mou, mais après il a dit et redit et redit. Il nous l'a dit aussi à nous, parce que Wilson Good, qui est maintenant, qui a presque 90 ans, a accordé un long entretien à Lynn Washington. Votre Et co-auteur. voilà, tout à fait, mon co-auteur. Et puis m'a accordé un entretien au téléphone qui était extrêmement émouvant. Et c'est quelqu'un qui a passé sa vie à dire, voilà, à faire acte de contrition publique par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Amy Green, qui est la politiste, qui va nous rejoindre tout à l'heure après le journal à 8h20, dit qu'en Philadelphie, je ne sais pas si vous allez confirmer cela, Olivier Estevez, puisque vous êtes en lien avec votre co-auteur qui habite là-bas, on parle toujours de cette histoire. Elle n'est absolument pas oubliée. Quel est le rapport des Américains à la mémoire Alors, de cet événement, oui, alors hein? même à Philadelphie, c'est-à-dire qu'en fait, chez les personnes qui ont, au moins 50 ans, et qui sont africaines-américaines, On s'en à la souvient. Philadelphie, tout le monde s'en souvient, Mm. ça c'est sûr. Bon, il y a également une exposition permanente, dans le bâtiment principal, des services municipaux, en fait, où il y a, 4 ou 5 panneaux extrêmement intéressants d'ailleurs, qui parlent tout le temps de ce qui s'est passé. Après, moi, sur le terrain, en fait, j'ai mené, un certain nombre d'entretiens, alors c'est plutôt pratique parce que c'est à côté d'un parc, donc en fait, quand vous voyez des gens qui baladent leurs chiens, ou enfin, vous leur posez des questions sur la mémoire collective de cet événement-là. Pour les personnes qui ont moins de 40 ans, il y a pas mal de gens qui ne savent pas ou qui savent mal, qui disent ah voilà le maire était super mais le maire au moment de l'événement était en vacances, ce qui est faux. Ou Ah, alors vont vous dire bah en fait c'était Frank Rizzo qui était maire et Frank Rizzo est un Italo-américain qui était une sorte de mini Trump, vraiment un maire raciste, et alors qu'en fait c'était plus Frank Rizzo qui était maire au moment de 1985. Donc il y a une sorte de mémoire un peu tronquée. Et puis après, à Philadelphie, il y a énormément de diversité ethno-raciale, il y a beaucoup d'immigrés. J'ai aussi parlé à des immigrés latinos ou des immigrés africains d'ailleurs, hein, des gens du Niger par exemple, qui sont arrivés à Philadelphie il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans et qui de fait n'ont jamais entendu parler de cette histoire-là, est-ce que quoi. vous publiez aussi ce livre aux États-Unis? Alors c'est une bonne question. On est en train de procéder à la traduction de ce livre qui va peut-être sortir chez un éditeur britannique plutôt qu'états-unien. On avait envie de s'intéresser, après le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump devant le Congrès mardi soir, à la politique intérieure aux États-Unis. Et je le disais, notre politiste Amy Green va nous rejoindre tout à l'heure. Un mot donc sur la Pennsylvanie, l'État qui héberge la ville de Philadelphie où vous avez enquêté, Olivier Estevez. Que dire de ce swing state, hein, pour le dire à l'américaine? C'est parfois démocrate, parfois républicain. C'est comme ça aussi la ville de Philadelphie? Alors, bon, effectivement, l'État de Pennsylvanie a été le swing state par excellence lors des dernières présidentielles, hein, puisque le nombre de grands électeurs y est très important. Euh, c'est extrêmement clivé, en fait. C'est-à-dire qu'électoralement, la Pennsylvanie est, bon, par excellence, un État clivé entre des zones urbaines multiculturelles, avec à l'est Philadelphie, qui est la grande ville principale, en fait, et puis à l'ouest Pittsburgh, qui est une ville quand même beaucoup plus petite, mais qui est quand même une ville donc résolument démocrate. Et puis entre les deux, ce vaste espace en fait rural qui est assez proche, enfin qui vote Trump majoritairement, et que les gens de Philadelphie ou Pittsburgh appellent volontiers. Et on le dit dans le livre, c'est pas nouveau, c'est pas non plus récent, c'est quelque chose qui était déjà dit dans les années 90. Hein, p- font référence en fait à ces espaces ruraux donc qui sont conservateurs, hein, comme étant Pennsylvanie, donc une sorte de mix entre Pennsylvanie et Kentucky, qui de fait est un État républicain, ou des fois on dit Pennsylvania, donc une sorte de mix entre Pennsylvanie et Alabama. Donc je ne fais pas voilà, je vous décris pas le pédigré politique de l'État de Vous l'Alabama. pouvez nous le rappeler? Oui, alors c'est effectivement un État qui est parmi les plus conservateurs et les plus racistes dans l'histoire des États-Unis, ou les plus pauvres aussi, hein, avec le Mississippi. Et donc c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement clivé, sauf exception, par exemple, ce qu'on appelle les villes universitaires, hein, college towns, où de fait, on vote majoritairement démocrate. Est-ce que l'épisode que vous décrivez peut faire écho avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec la police de l'immigration ICE? Alors, il y a différents parallèles et contrastes à suggérer. Alors, d'une part, le fait que ICE, en fait, est une force fédérale, hein, ça, c'est un premier élément, et que s'agissant de Philadelphie, c'est quand même une question très, très locale, même si, vous l'avez dit vous-même, cette bombe artisanale a été fournie par le FBI. Donc ça, c'est un premier élément. Après, il y a un certain nombre de débats autour de ce qu'on pourrait appeler le terrorisme d'État, en fait, hein, quand la violence illégitime et irraisonnée et passionnelle est en fait générée non pas par des groupuscules donc contestataires, mais plutôt par l'État lui-même, hein, l'État au niveau local ou l'État fédéral. Ça, c'est un premier élément. Et puis
la résistance en fait que peut induire ce type de pratique au sein de la population locale, à travers effectivement ce qui a pu se passer notamment dans la ville de Minneapolis, dans le Minnesota. Oui, donc Avec 2 morts, on le rappelle, hein, qui se sont, tout à fait. opposés aux actions d'ICE. Tout à fait, ouais. Est-ce que ça montre que la population américaine a une forme de sensibilité aujourd'hui ou est-ce que tout simplement elle a peur de cette police? En quelques mots, puisqu'il est Alors bientôt oui, 8 heures. d'abord le budget de ICE est absolument considérable. Autrement dit, la force de frappe de ICE est vraiment impressionnante. Rappelez également, ce que savent sans doute un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices de France Culture, que Minneapolis, c'est la ville aussi de George Floyd. Donc il y a cette mémoire vraiment... Notre nation est de retour, plus grande, meilleure, plus riche et plus forte comme jamais auparavant. C'est par ces mots devant le Congrès que le président Donald Trump a ouvert son discours mardi sur l'état de l'Union au Capitole. Accueilli par de longs applaudissements et des USA, USA scandés, il a défendu son bilan à l'intérieur et un peu moins à l'extérieur du pays. Pourtant, sa popularité est en berne. Moins de 41,5% des Américains approuvent son action. Plus de 55% ne lui font pas confiance. À 9 mois des élections de mi-mandat attendues en novembre et après plusieurs défaites locales symboliques pour les républicains, notamment au Texas, nous explorons ce matin les raisons de cette impopularité avec nos 2 invités. Olivier Estevez, vous êtes resté avec nous, professeur à l'Université de Lille, spécialiste des enjeux d'immigration et de racisme dans les pays anglo-saxons. Vous faites paraître la semaine prochaine Laissez brûler le feu, Philadelphie 1985 aux éditions du Seuil, coécrit avec le professeur et journaliste à Philadelphie, Lynn Washington. On en parlait en première partie. Merci d'être resté avec nous et j'accueille Amy Green. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes experte associée à l'Institut Montaigne et enseignante à Sciences Po. Alors, on lit parfois que le taux d'impopularité de Donald Trump, qui a atteint 60% en février, tout cumulé, serait lié notamment à ICE, la police de l'immigration, dont on parlait à l'instant avec vous, Olivier Estevez. Vous confirmez, Amy Green? Oui, la politique de l'immigration participe de cette dynamique, mais c'est pas peut-être au cœur ou le cœur central de cette impopularité. Il y a quand même la question de l'économie, pas tant l'économie dans le sens macroéconomique, ce que montrent les indicateurs de la bourse, parce que c'est vrai que le président a tendance à revendiquer les taux records de la bourse, mais c'est plutôt le ressenti économique dans les portefeuilles au foyer sur des coûts essentiels de la vie. On sait que la consommation des télévisions, des technologies est assez facile. Néanmoins, la consommation des choses comme le logement, comme l'alimentation, les frais médicaux, sans parler des coûts des études d'enseignement supérieur, ne baissent pas. Et effectivement, c'est là le cri de cœur des Américains, l'appel au secours de Donald Trump en 2024. Aujourd'hui, force est de constater que ces indicateurs macroéconomiques se portent plutôt bien et toujours, mais néanmoins, le ressenti, encore une fois, dans les foyers, c'est pas du tout que la situation s'est améliorée. On a beaucoup parlé des droits de douane, évidemment, ici en Europe et en France. Encore plus depuis vendredi dernier avec la décision de la Cour suprême de juger ces droits de douane illégaux. Ils sont très impopulaires, ces droits de douane aux États-Unis. J'ai vu que seulement 38%, avec toutes les précautions qu'il faut mettre pour les sondages, vous le savez mieux que moi, Amy Green, mais quand même, les Américains voient bien que ça peut perturber leur pouvoir d'achat. C'est bien ça? Absolument. À partir du moment où les droits de douane font partie intégrante de la politique, de la promesse économique de Donald Trump, il y avait une forte attente à ce que ces droits performent. Alors, il y a une partie de la base électorale de Donald Trump, les MAGA, qui considèrent qu'il faut encore lui donner un peu de temps parce que c'est des choses complexes qui nécessitent beaucoup de temps pour se mettre en place. Mais néanmoins, on peut constater que le foyer américain, en moyenne, a dépensé plus de $1,000 sur l'année 2025, en plus à cause des droits de douane, avec les pronostics de 1 600 dollars pour l'année prochaine, enfin l'année à venir 2026. Donc ça montre qu'il y a quand même un poids porté par les Américains à cause de ces droits de douane qui ne réussissent pas à réindustrialiser le pays, qui ne font pas baisser les coûts. Et finalement, ce n'est pas nécessairement les entreprises et les gouvernements étrangers qui porte ce poids, c'est effectivement le consommateur américain. Le correspondant du Figaro aux États-Unis, aujourd'hui dans le journal, racontait à quel point le président américain avait pris soin aussi de parler de sécurité, notamment, on va parler de la sécurité avec ICE, avec vous dans un instant, Olivier Estevez, mais plutôt de sécurité sociale, j'allais dire Medicare, Medicaid. Il fait attention à ça, il a fait attention à ça dans son discours au Congrès. Amy Green, vous confirmez? Il a envoyé quelques signaux comme quoi il serait revenu plus aux préoccupations opérationnelles
rationnelle quotidienne des électeurs américains. Mais c'est très important aussi de souligner que la tradition, l'intention même de ce type de discours, cette réunion solennelle devant les 3 branches du gouvernement, c'est pour que le président se rende compte face aux Américains de son action de l'année écoulée. Et normalement, ça s'accompagne de chiffres, d'éléments vérifiables, même si ça reste un exercice politique partisan et qui fixe une feuille de route. Là, ce qu'on peut constater, qu'effectivement, le président a évoqué beaucoup de sujets sans rentrer forcément dans le détail. Et puis simplement parce que vous avez évoqué Medicaid, Medicare, l'administration a annoncé hier de suspendre ses aides fédérales à la santé au Minnesota. Donc là, on connaît le Minnesota pour le déploiement de l'ICE, parce qu'ils voulaient vérifier qu'il y a une fraude supposée qui ne viendrait pas contribuer à la mauvaise gestion de ces fonds-là. Donc on peut voir potentiellement un lien effectivement politique entre la politique migratoire et le déploiement massif de la police de l'ICE et l'utilisation des fonds, ou en tout cas plutôt la retention des fonds fédéraux pour les habitants de cet État. Les démocrates de cette Chambre ont supprimé tout financement au ministère de la Sécurité intérieure. Tout est supprimé. Tout est supprimé. Ils ont instauré un nouveau shutdown démocrate. Le premier nous a coûté 2 points de PIB. 2 points que nous avons perdus sur le PIB, ce qui les a probablement rendus très heureux en fait. Ce soir, j'exige le rétablissement immédiat et intégral de tous les financements pour la sécurité des frontières, la sécurité intérieure des États-Unis et aussi pour aider les gens à déneiger. Nous n'avons pas d'argent à cause des démocrates. Nous aimerions vous aider à la déblayer, mais vous n'avez pas donné d'argent. Ce soir, j'invite donc tous les législateurs à se joindre à mon administration pour réaffirmer un principe fondamental. Si vous êtes d'accord avec cette déclaration, levez-vous et manifestez votre soutien. Le premier devoir du gouvernement américain est de protéger les citoyens américains et non les étrangers en situation irrégulière. Un extrait du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, c'était le 24 février cette semaine. Quelle est votre réaction, Olivier Estevez, et à ce dont je parlais en introduction, c'est USA, USA scandé, c'est pas forcément le cas dans tous les discours de l'état de l'Union. Non, enfin moi le sentiment que j'en ai eu, c'est que le discours était extrêmement long déjà. C'est l'un des plus longs, me Tout à fait, ça semble-t-il. c'était assez impressionnant. Et puis c'était un exercice d'autocongratulation qui, moi, m'a fait penser en fait au classique hollywoodien là, de Sunset Boulevard là, de Billy Wilder, avec cette actrice qui était une star du muet, la Norma Desmond, qui n'arrête pas de chanter à quel point c'est une actrice brillante, qui a encore énormément de succès et tout, alors qu'en fait, elle est complètement oubliée. Enfin, il y avait quelque chose d'assez irréel, d'assez lunaire, pour utiliser un adjectif à la mode. Et moi, c'est surtout ce que j'en ai vu, quoi, en fait. Je voulais vous faire entendre les derniers mots. Je ne sais pas si vous avez prêté l'oreille. Illegal alien en anglais, parce que c'est très critiqué la façon dont il parle des immigrés, notamment l'ennemi intérieur, parfois les terroristes. Illegal alien, visiblement, c'est une expression assez classique en fait aux États-Unis. C'est pas alien au sens, mais il joue sur les deux tableaux, Amy Green. Oui, il y a peut-être pas autant de sens dans cette formule qu'on peut constater en France ou en français, mais néanmoins, effectivement, le président a voulu tendre un piège aux démocrates dans son discours. Il sait très bien que sa cote de popularité est très, très basse. Il a essayé, en effet, de tendre ce genre de piège. Levez-vous si vous êtes d'accord que le gouvernement doit servir les intérêts du peuple américain. En fait, c'est vraiment du théâtre politique pour essayer de montrer aux Américains, et en tout cas les Américains qui sont déjà d'accord avec lui et qui seraient intéressés pour voter au mois de novembre, ce qui n'est pas forcément le cas pour les républicains quand Donald Trump n'est pas un candidat lui-même, pour les inciter à venir à considérer que les démocrates sont des ennemis. C'est le leitmotiv du discours de Donald Trump, c'est-à-dire que les démocrates sont corrompus et responsables. Et c'est une façon de préparer le terrain justement pour la contestation des résultats potentiellement très favorables aux démocrates au mois de novembre. Donc on voit d'ores et déjà cette construction de l'ennemi qui fait partie intégrante du discours politique de Donald Trump. Olivier Estevez. Non, sur la question que vous posiez, Astrid, s'agissant du vocabulaire qui est déployé en fait pour débattre de la question de l'immigration clandestine, c'est un peu
c'est un peu comme la langue française en fait, c'est-à-dire qu'en fait, des gens comme Trump vous parlaient de illegal aliens en disant que voilà, en pointant l'immigration clandestine, le fait que ce sont des gens qui ont des choses à cacher, qui sont des parasites de l'État-providence, ce genre de choses, alors qu'en fait, les personnes qui défendent les droits des immigrants vont y faire référence comme étant des undocumented, autrement dit des gens qui sont sans papier et pour qui tout ce qui manque finalement, ce sont des papiers, quoi. Donc c'est bien péjoratif d'utiliser le mot alien. Ok, parce que je voyais que sous l'administration Obama aussi, on pouvait l'utiliser. L'autre élément aussi qui me semble important, c'est qu'en fait, les événements autour de ICE à Minneapolis, notamment, ont montré en fait des visages de ces personnes-là et des personnes qui défendent les droits de ces personnes-là. Autrement dit, quand on dit illegal alien, c'est complètement désincarné. C'est comme quand on parle de baisser le nombre de fonctionnaires en France, par exemple. Après quoi, en fait, des personnes se rendent compte que baisser le nombre de fonctionnaires, ça veut dire qu'il y aura moins de profs, qu'il y aura moins qu'il y aura moins d'infirmières dans les Quand on dit hôpitaux. ensauvagement Tout pour à fait. parler d'immigration, pas Par forcément exemple, pour par d'autres exemple, ouais. violences. Le sondage YouGov pour The Economist mi-février démontre que 49% jugent Donald Trump aux États-Unis, des Américains le jugent corrompu, 47% raciste, 46% cruel, 50% dangereux et seuls 21% le croient honnête. C'était dans le journal Le Devoir le 20 février. Donald Trump, qui est d'ailleurs plus impopulaire que Barack Obama et George W. Bush à l'orée de leur second mandat. Ça vous surprend, Amy Green ? Alors, et d'ailleurs, Donald Trump, il a battu les records. Là, je pense que le dernier président qui a connu une cote de popularité aussi basse, c'était Truman. Parce Donc que ça en commence seulement à dater. une année, d'un coup, la population américaine se retourne. Comment vous l'analysez ? Non, en fait, la population américaine connaît parfaitement qui est la personne de Donald Trump. Et d'ailleurs, une légère majorité des Américains ont voté en connaissance de cause pour cette personne. Quand vous allez regarder le découpage ou en tout cas la décomposition de ce sondage-là, on va retrouver à peu près les mêmes mécaniques qui s'opèrent dans tous les sondages. C'est-à-dire qu'il y a une belle partie de l'Amérique, à savoir la gauche quasi entière et puis les indépendants, donc ceux qui finissent par voter un côté mais qui ne sont pas nécessairement fidèles à un parti ou à un autre, qui vont plutôt être d'accord avec ce genre de propos. Et puis, vous avez la droite qui se constitue de groupes, vraiment des MAGA qui sont très minoritaires, et après les conservateurs plus généralement, qui vont avoir un avis plutôt favorable. Donc, en fait, quand vous citez ces chiffres-là, 47%, 48%, c'est vrai que les Américains, ils ne se réveillent pas au jour le lendemain, mais il y a une partie de l'Amérique qui est encore prête à lui faire confiance, et c'est plutôt son camp électoral. Et puis, les autres, à savoir la gauche qui est déjà convaincue de la vie péjorative de Donald Trump, et puis les indépendants qui, sur lesquels beaucoup jouent, qui sont plutôt d'accord avec ce sentiment-là. Donc, on va revoir dans cette statistique ces données les mêmes mécaniques qui s'appliquent en général à des sondages, des enquêtes d'opinion publique à l'égard de Donald Trump. C'est un immense honneur d'être nouvellement assermenté sénateur de l'État du Texas, au service de plus de 1,2 million de Texans. Et je veux m'assurer, en tant que sénateur, que nous ayons un délégué syndical au Sénat du Texas, que nous ayons une représentation des travailleurs. Car depuis trop longtemps, nous sommes laissés pour compte. Nos salaires stagnent, nos avantages sociaux diminuent, et notre retraite s'éloigne de plus en plus. Je vais donc me battre pour les travailleurs, pour l'éducation publique, et pour les milliers et centaines de milliers de personnes qui se lèvent tôt, restent tard, et permettent à notre grand État de fonctionner. Nous sommes des travailleurs, et nous devons continuer à nous battre pour les travailleurs. On vient d'entendre le démocrate Taylor Raymet qui vient de remporter au mois de février l'élection partielle au Sénat du Texas, un État historiquement très conservateur qui avait élu Donald Trump avec 17 points d'avance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette victoire, certes locale, mais quand même des démocrates dans ce moment, Amy Green? Alors, les Américains, de façon générale, n'ont pas un avis très favorable ni du Parti républicain ni démocrate. Donc, il ne faut pas nécessairement lire dans ces victoires que le Parti démocrate est de retour avec une vision consolidée, unifiée, une sorte de grande théorie de la société américaine pour l'avenir. Ce qu'il faut lire dans ces victoires-là, c'est que la stratégie nécessaire au Parti démocrate fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des candidatures locales avec des politiques publiques adaptées à la localité, avec un registre, un vocabulaire électoral qui parle aux électeurs, qui parle de leurs préoccupations, avec un raccordement justement de la candidature républicaine au bilan de Trump qui est très impopulaire. Et en fait, cette stratégie marche
marche dans le Texas, ça a marché également à Miami, où ils ont voté pour la première fois une femme maire, donc démocrate pour la première fois depuis 50 ans. On a d'autres exemples novembre dernier avec des élections spéciales. Donc en fait, ce que ça nous montre, c'est que finalement, les Américains s'attendent à ce que les élus, avec des politiques publiques, mène à des résultats concrets. Et aujourd'hui, le bilan de Donald Trump et le Parti républicain avec ne permet pas nécessairement de soulager des conditions de vie et des souffrances qui s'empilent pour un grand nombre d'Américains. Donc finalement, quand vous êtes dans un système bipolaire et si vous n'aimez pas un des pôles, vous avez à vous retourner à l'autre pôle. Et aujourd'hui, ce pôle est évidemment incarné par le Parti démocrate. On n'a pas une grande stratégie. Évidemment, c'est un petit peu trop tôt, mais ces victoires locales nous disent quand même l'insatisfaction croissante des Américains. Il faut rappeler, pour aller dans votre sens, Amy Green, qu'en général, quand le parti au pouvoir ne remporte pas les élections intermédiaires. Oui, souvent, mais c'est vrai que, en fait, quand la cote de popularité du président est au-dessus des 40%, en général, ils peuvent effectivement minimiser les dégâts et en dessous, ça devient très compliqué. Mais effectivement, c'est toujours le moment d'alternance politique par excellence pendant le mandat. Olivier Estevez, quels sont les échos que vous avez, vous, de Philadelphie, puisque vous venez d'écrire ce livre avec votre ami journaliste sur place, Lynn Washington, enfin ancien journaliste, professeur de journalisme. À propos, par exemple, du Doge, des coupes dans la fonction publique, des mots interdits, le climat, le genre, mais également des programmes sociaux, on en parlait. Il n'y a pas seulement les lecteurs, entre guillemets, de gauche qui est déçu, enfin qui n'aiment pas Donald Trump, il y a aussi ceux qui souffrent de ses politiques. Oui, en fait, alors Donald Trump a été élu et réélu parce que c'est un entrepreneur, en fait. Et je pense que quantité d'États-Uniens vont dire il va faire fonctionner les États-Unis comme on fait fonctionner une entreprise et ça va aller. Même si, comme l'a dit Amy Green, les indicateurs nationaux, les indicateurs macroéconomiques semblent assez positifs, voire très positifs. Le fait est que Sauf l'inflation, tout de même. tout à fait, mais comment c'est vécu par les personnes au niveau local, il n'y a pas vraiment de retombées qui sont vraiment vécues au quotidien. Alors, s'agissant de Philadelphie, c'est quand même très, très largement une ville qui est progressiste, en fait, hein, qui est une ville très, très résolument multiculturelle, avec une maire démocrate qui est une femme africaine-américaine, hein, Cheryl Parker, et donc Philadelphie incarne en fait une Amérique qui n'est pas du tout celle de Trump. Et d'ailleurs, Trump lui-même a à plusieurs reprises menacé en fait de faire intervenir notamment la garde nationale dans des villes comme Philadelphie et comme Chicago, par exemple. Peut-être un mot avec vous, Amy Green, aussi sur les interventions extérieures. On sent bien qu'au Capitole, le mardi, il ne voulait pas trop le mettre en avant, Donald Trump, parce que ce n'est pas très populaire dans la population américaine, dans son électorat, cet interventionnisme dont on parle, nous, souvent ici en France. Alors, ce serait un retournement de veste pour Donald Trump qui a fait campagne sur la fin des guerres sans fin, justement. Et donc, en effet, dans America First, il y a une partie de l'électorat qui est prêt à le suivre, qui considère que l'expression de la puissance militaire américaine dans le monde, c'est un symbole de prestige, du fait que les États-Unis sont encore capables, justement, de se projeter dans des ambitions internationales très, très larges et voilà, qui sont très larges. Mais effectivement, là où l'attendent les Américains, c'est effectivement sur des questions économiques et sur des politiques publiques locales ou fédérales. Et donc, en effet, on voit très bien que, notamment sur le Venezuela, là, on parle évidemment beaucoup de l'Iran. Le président n'a pas plaidé sa cause auprès du peuple américain, sans parler même du Congrès, qui fonctionnellement, constitutionnellement, doit être associé à un moment donné à ce genre de prise de décision, bien que le président soit commandant en chef. Donc, effectivement, on voit que à ce moment où la force américaine s'attroupe au Moyen-Orient, le président, il ne fait pas d'argumentation ou argumentaire auprès du peuple américain. Donc, les Américains ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Est-ce que c'est pour faire du changement de régime? Est-ce que c'est pour éradiquer le programme nucléaire? Est-ce qu'il y a d'autres intérêts? Et donc, finalement, oui, la question des interventions américaines à l'étranger reste assez impopulaire, même très impopulaire auprès du peuple américain, avec un président qui peine ou qui ne daigne pas, justement, à fournir des prétextes de ces interventions. Est-ce que les midterms auront lieu? Oui. Est-ce que si Donald Trump les perd, ces élections de mi-mandat, quelles conséquences peut-on imaginer pour lui?
Si est perd, il peut y avoir des conséquences politiques et institutionnelles. Institutionnellement, le Parti démocrate, si, par exemple, il reprend le contrôle de la Chambre de représentants, aura tout de suite des présidences de commission, aura le pouvoir d'enquête, de pouvoir auditionner les membres de l'administration sur des sujets qui font débat. Ils auront également un pouvoir d'arbitrage sur le budget énorme, parce que rappelez-vous que le Congrès est la seule branche du gouvernement qui a ce pouvoir pécuniaire. Donc là, il y a vraiment des conséquences institutionnelles. Et puis politiquement, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est en fait, est-ce qu'il va reconnaître les résultats? Sans doute, il aura beaucoup de difficultés à admettre des faits si ce n'est un refus catégorique de le faire. Mais ça sera vraiment un terrain de préparation. On voit une approche de Donald Trump de dégrader la confiance des Américains dans l'outil même de l'élection comme crédible et légitime pour l'alternance démocratique. Donc on voit ce genre de risque politique discursif qui n'est pas juste symbolique. On parlait des faibles taux de popularité pour Donald Trump seulement un an après sa réélection. Il atteint le niveau qu'il avait au moment de l'invasion du Capitole, Olivier Estevez. C'est-à-dire que les États-Unis ont quand même une forme de résistance à l'autoritarisme. Oui, alors moi je me souviens également des manifestations qui s'appelaient No King's Day, en fait, hein, J'allais vous en parler Voilà, du ouais. roi, de cette monarchie dont il joue pour l'instant, mais qui quand même est troublante quand parfois il y a des tweets de la Maison-Blanche avec une fausse une du Time et vive le roi, Donald Trump. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les personnes qui ont organisé ces manifestations et qui ont Contre le participé, roi, là, voilà, pour dire. ont utilisé un registre qui est un registre nationaliste, pour en fait montrer un Trump qui serait d'une certaine manière lui-même l'ennemi de l'intérieur, en fait. D'une certaine manière, en inversant le stigmate, quoi. Et bon, ces manifestations-là, je pense, ont été annonciatrices de pas mal de choses, notamment effectivement ce qui s'est passé récemment à Minneapolis. Et ce refus de l'autoritarisme, je pense, était bien incarné justement par les manifestations No King's Day. Amy Green, vous partagez une sorte de réveil? Oui, en fait, il y a une forme de rêve qui ne s'est jamais éteint, mais ça ne se manifeste pas comme la résistance R majuscule qu'on a connue pendant le premier mandat de Donald Trump. Il y a aussi un fatigue, mais effectivement, il y a des ponts de résistance, et même s'il y a certains médias qui ont beaucoup de difficultés face au bulldozer de Trump, si le Congrès est toujours contrôlé par le Parti républicain, mais qui acquiesce le programme quasiment entièrement de Donald Trump, on voit que finalement, dans la démocratie américaine, le contre-pouvoir ultime, c'est quand même le peuple. D'où l'importance des élections de mi-mandat, quel que soit le résultat. D'ailleurs, c'est une expression du suffrage universel aux États-Unis. Et donc, effectivement, on voit par ces manifestations-là qui s'appellent « On ne veut pas de roi », qu'on voit le peuple de Minneapolis qui s'organise paisiblement. Effectivement, le contre-pouvoir, en effet, définitif, c'est le peuple. Merci infiniment, Amy Green, experte associée à l'Institut Montaigne et enseignante à Sciences Po, d'être venue ce matin dans les matins. Et merci à vous, Olivier Estevez, Merci à vous. professeur à l'Université de Lille. Je cite votre livre qui paraît la semaine prochaine au Seuil, Laissez brûler le feu, Philadelphie 1985. Il est 8h42 sur France Culture.